C'était très intéressant et je repensais à quand on a fait cet appel d'offres et ce qu'on a discuté. Et je me disais, tous les projets sont de qualité, mais peut-être celui qui répond peut-être le mieux à ce qu'on faisait quand on rédigeait l'appel d'offres, c'est celui de l'association RAGE. Vous dites, on n'est pas des diététiciens, on ne connaît rien en nutrition. Et je pense que quand vous avez répondu à l'appel d'offres, bah, vous cherchiez des financements et vous l'avez fait rentrer dans l'alimentation parce que c'était une voie comme une autre, comme un des sujets que vous avez. Et c'est très intéressant parce que finalement, vous n'étiez pas à travers ce prisme qu'on entend avec les gens qui se préoccupent d'alimentation, j'en suis, euh, des messages. Et on avait dit, justement, on ne veut pas de messages. Et vous avez fait plusieurs d'entre vous allusion au message du PNNS. D'abord, ça a complètement changé. Ce que je m'aperçois, c'est qu'on fait toujours référence à des messages qui ont été faits il y a 20 ans, qui certes nous ont été assénés à longueur d'écran télé, mais qui ne sont plus du tout d'actualité. Et les projets, du reste, finalement, les gens, même si vous faisiez faux qu'on colle, euh, les personnes avec qui vous avez été en contact bah, étaient peut-être plus dans la réalité que vous. Quand on parle d'alimentation, de recettes, bah, c'est peut-être ça la vérité. Voilà, c'était la réflexion que je voulais faire. Très bien, merci beaucoup. Oui, merci et bonjour. Pierre Vette, donc je suis membre du FAS. J'aurais une question et puis une remarque en complément. Première question, c'est sur, vous aviez parlé, Madame la Présidente, de transférabilité. Est-ce que, et donc là je m'adresse à Marina Villiers, est-ce que votre expérience est par exemple transposable à des jeunes en primaire? Je pense notamment, parce que moi je fais de l'animation scolaire dans une MJC à Bruges, donc à côté de Bordeaux, et bonjour à Laurent. Voilà. Et donc, le thème de l'alimentation, ça peut être un thème, je dirais, très, très intéressant au niveau, je dirais, de la deuxième phase dans l'animation scolaire, puisqu'il y a d'abord de l'accompagnement, et puis après, il y a une partie éducative. Ah bah, tout à fait, mais maintenant, enfin, comme je le disais d'ailleurs, souvent la nourriture c'est un des moyens pour attirer les jeunes dans les ateliers qui sont pas obligatoires. Après, à l'école, etc., on peut le faire, mais effectivement, on peut le faire avec tout public en fait, parce que la radio, ça permet de faire parler tout le monde et à tous les niveaux, etc. Donc s'ils ont du mal à écrire encore parce qu'ils sont très jeunes pour écrire leur propre chronique, on va leur faire des textes à trous ou des choses comme ça. Donc on peut trouver les moyens. On a même réussi à faire des ateliers comme ça en prison. Dans les EHPAD aussi, avec des personnes âgées qui peuvent aussi nous parler de nourriture et de ce qu'ils mangent à l'EHPAD, ou etc. Dans des ESAT, donc avec des personnes en situation de handicap. Vraiment, on fait tous les publics. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec l'outil radiophonique, c'est qu'en fait, on peut faire parler tout le monde et avec tout le monde. Et par exemple, avec les personnes en situation de handicap, c'est des personnes qui ne savaient à peine parler. Et justement, avec un travail d'1 an, là, pour le coup, on a réussi à les faire progresser énormément. Et voilà, c'est vraiment l'outil radiophonique. Moi, je l'ai découvert avec ce métier de coordinatrice de projet d'éducation aux médias. Mais c'est vraiment génial. Et en plus, il y a cette écoute. Parce que la radio, c'est entendre, mais c'est surtout écouter, en fait. Oui, et ma remarque, ça fait suite, merci beaucoup, pardon. Et ma remarque fait suite un petit peu à la remarque d'Anne Dupuis et également à votre remarque sur la stigmatisation et la peur. Et ça, c'est donc un autre volet, puisque je suis bénévole à la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Et j'ai en charge notamment une épicerie itinérante qui a été créée il y a 1 an, et on intervient sur les 2 campus universitaires de Bordeaux, puisque bon, Bordeaux, mais c'est pas la seule ville de France où il y a beaucoup d'étudiants précaires. Et au départ, donc, on arrivait avec le camion, qui est une épicerie, un petit peu comme le boulanger ou le boucher dans le village, et on a été obligé d'abandonner le camion et de rentrer dans les locaux de l'université
parce que les étudiants avaient peur d'être stigmatisés, surtout qu'on était sur les campus universitaires. Donc ils ne voulaient absolument pas que d'autres étudiants sachent qu'ils étaient véritablement dans le besoin et qu'ils avaient recours à l'aide alimentaire, même si c'était par le biais d'une association, d'une fédération d'étudiants qui s'appelle Aliénor. Bah oui, on est en Aquitaine, c'est normal, et qui donc, elle, fait la sélection des étudiants. Mais il y avait ce côté de peur. Et à partir du moment, au départ, on n'avait que 30 étudiants à chaque fois, puisqu'on est sur 2 campus, fac de médecine et puis Bordeaux, Talence et Pessac. Et lorsqu'on est rentré dans les locaux, ensuite, eh bien, le nombre d'étudiants a fortement progressé, puisqu'on est passé de 30 à 90. Je peux me permettre une remarque. En fait, j'ai une casquette par le passé. Vous parlez des agorae. Il se trouve que j'ai monté l'agorae à Amiens. Donc je connais très bien Aliénor et le système des agorae, des épiceries sociales solidaires étudiantes. Donc n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Mais bon, c'est une autre carrière quand j'étais dans des fédérations étudiantes qui sont la FAGE. Et effectivement, il y a ce côté. Mais bon, du coup, c'est rigolo que vous en parliez parce que j'ai monté celle d'Amiens. Donc voilà, c'est... Anne, je ne sais pas. Moi, peut-être juste avant, c'est retour d'expérience justement en lien avec un chercheur sur le programme Malin. Nous, je ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que le programme Malin, mais on a testé des envois d'emails sur des allocataires de la CAF. Et on a l'opportunité de tester, d'avoir une recherche avec un chercheur pour tester les différents éléments de langage, 5 types de messages. Je ne vous décris pas les 5, mais il y en a un qui était classique, on va dire, sur des dispositifs sociaux. Et en plus, on y avait adossé le nom de la Croix-Rouge française. Et il y avait de l'autre côté, le 5e, un dispositif qui était uniquement basé sur un principe d'empathie en disant vous avez un enfant, c'est une bonne nouvelle, ça peut vous amener à poser quelques questions. Et Malin, comme toute famille, enfin, on s'adressait et on avait parlé pour montrer qu'il y avait une spécificité de coup de pouce budgétaire. Et ben on a prouvé sur un envoi à 5000 familles que ce message-là avait non seulement un impact significatif sur le taux d'inscription, 20% de taux d'inscription sur un mail avec le message empathique, version 5% avec le message un peu stigmatisant, et qu'en plus, quand les gens rentraient dans le programme, les gens utilisaient plus l'offre quand ils avaient reçu le message empathique. Et là, alors on peut dire, mais au final, quand on se met à la place des gens, c'est une évidence, mais le prouver scientifiquement, enfin en tout cas avec une démarche structurée, je crois que nous, quand on a vu ces éléments-là, effectivement, on s'est dit, là, il y a un sujet, et c'est un sujet qui est vraiment pas évident, parce que quand on est structure associative et qu'on veut s'adresser spécifiquement à ces populations, c'est pas évident. Oui, je pense que la problématique du non-recours, c'est quelque chose qui est regardé avec différentes enquêtes. Enfin, je sais que sur le campus de Toulouse, il y a eu des enquêtes aussi qui ont été faites sur ce non-recours. Il peut y avoir tellement d'éléments, donc la stigmatisation dont vous parlez. Je pense qu'il y a la problématique aussi de la situation en fait, régulière ou irrégulière aussi de certains étudiants qui peut poser parfois question. Là, spontanément, par rapport à votre bus, j'associe, enfin, en transposant par rapport à mon propre campus, l'idée que les bus, en fait, ou les camions qu'on voit, généralement, c'est des food trucks, en fait. C'est pas de l'épicerie sociale ou solidaire. Donc, effectivement. Sur le campus. Tout à fait, voilà. Il faut passer la barrière du Crous. Exactement. Ça, mais le Crous, qui a aussi ses food trucks, mais voilà. Donc, bon, j'imagine effectivement que l'insérer plutôt dans des bâtiments, ce qui est le cas aussi sur le campus du Mirail, en fait, de l'université Jean Jaurès, voilà, c'est dans des bâtiments, en fait, pas dans les bus. Ouais. Et voilà, il y a une présence qui est au-delà, je pense, de la présence estudiantine aussi. Chloé. Merci. Donc, bonjour à tous, Chloé Martineau de l'association Les Anges Gardins. Nous sommes une association qui a vocation dans un premier temps de faire de la production maraîchère en insertion.
dans le Pas-de-Calais. Et autour de ça, on a développé depuis de nombreuses années maintenant toute une activité de bien vivre alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte, enfin mon directeur s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des paniers de légumes, mais encore fallait-il savoir les consommer et remobiliser les gens vers du bien vivre alimentaire. Et donc, on a travaillé sur un projet avec l'association Resto, grâce au financement du FAS, sur un programme d'accompagnement de personnes en situation d'obésité et de précarité pendant un long temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le programme de l'association Resto qui permet en 9 séances de transmettre des éléments pédagogiques, etc. Et puis après, on proposait à une partie de ces personnes de pouvoir participer à des ateliers cuisine et de bénéficier de paniers de légumes hebdomadaires. Et donc les ateliers cuisine permettaient notamment de mettre en œuvre les légumes qui étaient proposés dans le panier. Donc pour rebondir un peu par rapport à tout ce qui a été dit ce matin et pour faire un petit retour d'expérience aussi sur ce projet, quelques points qui nous ont paru importants, c'est le lien avec effectivement les acteurs du territoire, les acteurs sociaux, et le fait aussi en parallèle de pouvoir travailler avec un groupe déjà constitué. C'est-à-dire que là, s'il y a eu des personnes qui ont décidé d'aller plus loin après le parcours Resto, c'est parce qu'il y avait déjà cet accompagnement et cette connaissance via l'association Resto qui mettait déjà, je pense, les personnes dans une situation de confiance et de connaissance, et donc la préconisation de ces ateliers est beaucoup plus facile, et du coup les personnes ont eu envie de s'inscrire à ces ateliers. Donc moi ça me paraît vraiment important. Après, ce qui est important aussi, c'est par rapport aux objectifs. C'est de ne pas avoir des objectifs mirobolants, d'être vraiment à l'écoute du public qu'on accompagne. Ça nous a permis, ce constat-là, de revoir notre programme d'ateliers cuisine notamment, parce qu'au départ, les ateliers cuisine étaient trop conséquents, les recettes étaient trop longues, etc. Et du coup, ça ne convenait pas au public qu'on accompagnait. Le fait justement de faire une évaluation un peu à mi-parcours nous a permis de revoir le contenu de ces ateliers cuisine. Et sur les objectifs finaux, ce qui est important, c'est de se dire que, enfin en tout cas pour moi, c'est de se dire que oui, on a des objectifs entre nous dans les structures, etc. Le retour pour certaines personnes, c'est notamment que maintenant ils savent éplucher un poireau. Et ben pour moi, ça me convient très bien de me dire qu'on a fait ça pour que la personne à la fin sache éplucher un poireau. Ça peut paraître restrictif, mais en même temps c'est important parce que c'est le quotidien, l'épluchage du poireau. Donc ça, c'est vraiment important. Se baser sur les savoir-faire aussi et dédramatiser un peu l'alimentation, ça nous a paru vraiment important dans les ateliers cuisine. C'est-à-dire que on enlève la recette, quoi. Ce qu'on a vraiment essayé de transmettre à notre public, c'est des méthodes et des savoir-faire. Et c'est pas la recette de oh bah là il me manque un ingrédient, comment je vais faire, ou il y a telle chose, ça va pas aller, je sais pas le cuisiner. Voilà, vraiment essayer de transmettre des mécanismes. Je sais plus qui en a parlé ce matin aussi, de transmettre des choses reproductibles au quotidien. Notre approche aussi, c'est pas de culpabilisation forcément, surtout avec un public comme on a accompagné. Et puis sortir de ce côté un peu anxiogène de l'alimentation, qui l'est pour nous tous, de par les messages, les préconisations, toutes les discussions autour de l'alimentation qu'on peut avoir. L'idée, c'était vraiment de sortir de cet aspect anxiogène et de dire, bon, voilà, on essaye d'avoir un maximum de connaissances et puis de faire avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Et puis de sortir du côté anxiogène aussi des messages de préconisation de nutrition, que nous, dans l'association, par choix, on ne transmet pas, parce que c'est déjà fait. Voilà, enfin, et du coup, par exemple, on a utilisé de la crème fraîche entière. Voilà, avec une dynamique d'accompagnement de ateliers cuisine pour des personnes en situation d'obésité. Et donc là, on va même au-delà, enfin, dans le sens contraire presque des messages de préconisation. Et ça, c'est intéressant parce qu'on montre, plutôt que de dire on ne mange jamais de crème fraîche ou on mange que de la crème fraîche allégée, bah, on met la quantité nécessaire et appropriée d'une bonne crème fraîche entière qui apporte du goût. Et voilà, on l'utilise avec parcimonie et tout va très bien se passer. Et donc ça, pour le public qu'on accompagnait, c'était vraiment très différent.
de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Voilà, et puis le simple fait aussi pour notre public de redonner confiance, quoi, dans la cuisine. C'est-à-dire que n'ayez pas peur, vous pouvez acheter tel légume, même si vous ne savez pas le faire. Un légume à la vapeur, il sera bon quoi qu'il arrive. Voilà, vraiment essayer de remettre les gens dans une dynamique de changement durable. C'était le nom du projet. Voilà, et puis sur l'évaluation, alors sur le qualitatif, je pense que c'est toujours difficile d'évaluer parce que je trouve qu'il y a quand même un biais important de celui qui évalue. Ça s'est vu parce qu'on a fait des entretiens qualitatifs avec les personnes qui avaient participé aux ateliers cuisine. Les entretiens n'ont pas été faits par la même personne, la conclusion est vraiment différente. Donc oui, il y a eu des réajustements entre les deux analyses, mais voilà, la conclusion est quand même différente. Donc l'approche de la personne, je pense, peut induire un biais important. Et puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas évaluer, c'est-à-dire que dans le public, les groupes qu'on a accompagnés, il y a plein de personnes qui sont venues là uniquement dans l'objectif de sortir de leur solitude et de partager un temps convivial, etc. À partir du moment où le projet s'est arrêté, les personnes n'ont plus de panier de légumes et du coup sont retournées un peu dans leur routine, mais parce qu'il y a des éléments de vie, une charge de vie qui fait qu'elles n'ont pas l'énergie pour aller au-delà. Et du coup, ce biais-là, comment on peut le traiter, comment on peut le prendre en compte et aller au-delà. Voilà. Et puis sur le temps d'action, là, on a fait des accompagnements entre le projet Resto et les ateliers cuisine. Il y a eu presque 1 an, en fait. Les personnes sont accompagnées presque pendant 1 an. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est long. Ça permet vraiment d'avoir une relation de confiance, de discussion dans le groupe et avec la personne qui intervient. Enfin, ça me paraît vraiment pertinent. Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Parce que là, 1 an, et du jour au lendemain, il n'y a plus rien pour ce public-là. C'est vraiment dommage. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire, à construire avec les acteurs en place, les centres sociaux, par exemple, qui pourraient reprendre la main, ou voilà, essayer de compléter par rapport à ce qui a déjà été fait. Merci beaucoup, Chloé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Témoignage ? Non ? Je vais en poser une. Alors. D'accord. Donc, je suis Brigitte Le Révérend, donc je fais partie, je travaille au FAS, dans les groupes de travail. Je suis aussi dans une association Alim 50+, qui s'intéresse aux personnes âgées, à l'alimentation des personnes âgées. Donc j'ai vu dans l'atelier de la mutualité que vous aviez des personnes âgées et je voulais savoir qui elles étaient. C'était sans doute des retraités et comment ils avaient réagi à cette activité théâtrale, de façon plus intéressée ou moins intéressée que d'autres tranches d'âge. Oui, effectivement. Effectivement, on a eu des projets qui se sont orientés plus vers un public âgé, effectivement senior. C'est un outil qui a bien fonctionné, effectivement, auprès de ce public-là, de ce que j'en ai observé en tout cas. C'est aussi un public qui a peut-être un peu moins d'appréhension à se confronter au regard des autres et donc aussi à monter sur scène, pour certains d'entre eux, toute proportion gardée, bien sûr. Et ce qui était intéressant, et ça a été un tout petit peu illustré dans la vidéo qui a été proposée, c'est que les représentations aussi sur les consommations alimentaires des jeunes ont pu s'exprimer aussi. Et c'est aussi l'occasion d'échanges avec la salle, etc. Quand on entendait effectivement certains qui ont eu peut-être une éducation à l'alimentation au travers la consommation peut-être dans leur enfance de produits plus frais parce que cuisinés à la maison, et puis depuis il y a eu aussi toute cette société de plats préparés, de consommation de plats préparés et qui vient un petit peu confronter les habitudes alimentaires effectivement des seniors qui ne comprennent pas forcément toujours pourquoi d'autres générations consomment des plats préparés plus rapides, etc. Donc c'était assez intéressant aussi de travailler, ou en tout cas d'entendre et de partager et de permettre à des personnes d'échanger justement sur leur représentation. L'idée toujours du débat théâtral, mais plus spécifiquement aussi ensuite des ateliers qui suivaient ce débat théâtral, c'était de permettre
toutes les expressions, c'est-à-dire que l'on cuisine essentiellement avec son micro-ondes ou que l'on fasse l'effort d'aller chercher des légumes au supermarché pour les cuisiner, finalement, peu importe. L'idée, c'est bien le plaisir de se retrouver ensemble voilà, autour d'un repas et aussi de partager des trucs et astuces pour ne pas se ruiner, justement pour bien manger. Voilà, donc effectivement, manger plus équilibré, c'est une chose, mais manger, avoir du plaisir à manger ensemble, c'est sans doute le premier message. Oui. Merci. Brigitte Laurent, membre du groupe du travail du Fonds français aussi. Moi, je voulais revenir sur la question de la transférabilité et vous poser la question comment vous avez mis en place des super actions, des super projets avec des démarches qui ont été testées, évaluées en partie, etc. Comment faire pour que ces projets puissent être repris par d'autres parce que vous n'avez pas 6 mains, et pour que voilà, ces beaux projets puissent être plus diffusés, démultipliés à travers le territoire. Moi, je vois dans l'atelier radio, par exemple, et dans tous les ateliers radio, quel que soit le sujet. Parfois, on a des partenariats qui font que d'année en année, on revient, même sur d'autres sujets, etc. On se connaît. Mais je pense qu'il faut former les formateurs ou les encadrants, les éducateurs, assistants, etc. Enfin, nous, là, sur le projet qu'on a lancé, qui est la Fake News Factory, donc faire de la lutte contre la radicalisation, etc., quels que soient les secteurs, hein. Parfois ça pourrait être dans un lycée du 16e, comme dans le fin fond de Saint-Denis, c'est d'autres sujets de radicalisation, hein, mais ça existe quand même. En fait, on fait maintenant, on a développé depuis 1 an une formation pour les formateurs, donc encadrants pédagogiques, pour les former eux à nos méthodos pédagogiques. Là, on est même en train de sortir un kit pédagogique qui sortira le 15 mai. Voilà, si ça vous intéresse, il vous sera envoyé. Et où en fait on donne des clés, des outils en open source pour reproduire en fait ces ateliers-là. Et je pense que c'est essentiel parce que bon, voilà, nous, comme vous le dites, on n'a pas 6 mains, on n'en a que 8 pour l'instant. mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, je pense que tout l'enjeu pour tout le monde, finalement, c'est de former des personnes qui formeront elles derrière, qui feront des petits, quoi. Oui, c'est exactement pareil pour nous, la formation de formateurs. Et que les personnes que l'on forme, nous, assistent aux formations, puissent même, si possible, assister ensuite aux formations auprès des bénéficiaires, donc la deuxième encore cascade, et puissent bien comprendre voilà, les enjeux, la non-stigmatisation, le contexte un petit peu. Et je pense que vraiment de participer du coup aux formations, et notamment auprès des bénéficiaires, ça permet de comprendre un peu le discours et de rendre au mieux voilà, les messages et qu'après ça puisse être diffusé et reproductible à plus grande échelle. Oui, moi j'ai dit effectivement d'un point de vue technique, je pense qu'effectivement une action comme celle que j'ai présentée, elle peut être reproductible si on arrive effectivement à mettre en œuvre une dynamique comme celle que l'on a mise. C'est pas très complexe en soi. Après, je pense, mais on rejoint d'autres questions qui ont été posées, hein, ça demande aussi quand même le soutien je pense, d'une politique publique et des institutions aussi, de changer un peu de paradigme. Ça rejoint aussi ce que disait Madame la Présidente tout à l'heure. Voilà, de se dire que l'accès à l'alimentation saine et durable pour tout le monde, c'est ça quand même l'objectif, et que ça demande aussi de remettre en cause certains schémas en termes d'accès à l'alimentation et d'accès aux produits, et puis de manière de consommer aussi, peut-être de se dire plus de solidarité autour de ces questions d'accès à l'alimentation et de prise des repas, enfin voilà, qu'il y ait une démarche, moi je pense, plus générale qui soit soutenue autour de ça. Alors effectivement, la formation, effectivement, les messages que l'on peut transmettre, effectivement, sont des outils au service effectivement d'une diffusion plus large et ensuite de l'appropriation effectivement à la fois des messages mais aussi des méthodes. La mutualité forme aussi parfois, mais sur ce projet-là, en l'occurrence, ça ne faisait pas partie du projet que de former les acteurs avec lesquels on travaillait, les partenaires. Par contre, ce qui était important, c'était effectivement tout le travail de
préparation, d'appui et de rencontres, de réunions préparatives avec les acteurs locaux, où là, au-delà de monter une action en se disant bon, quel public, quel lieu, quelle date et quel matériel, c'était bien sûr de s'appuyer sur l'existant. Qu'est-ce que ces structures proposaient déjà en termes d'alimentation ou de messages, quelles étaient la réalité des publics qu'ils touchaient, et au travers des réunions, la posture, c'était aussi d'apporter, soit en termes de méthode, des repères, soit en termes effectivement de préconisation éventuellement, mais surtout de posture. C'est-à-dire que qu'une diététicienne vienne animer des ateliers, c'est super, mais que finalement l'important c'est pas tellement que ce soit une diététicienne, mais plutôt que le professionnel ou l'acteur qui vienne animer des ateliers auprès de la population soit dans une posture d'écoute et de faire circuler les expériences, les échanges, parce que c'est bien au travers justement ce partage-là que les messages s'imprègnent et que les personnes regagnent aussi confiance en leurs compétences à savoir-faire et à pouvoir faire par elles-mêmes. Donc c'est au-delà de la formation, enfin c'était nous plus sur effectivement de manière peut-être subtile dans la préparation du projet, comment on s'insérait dans les équipes existantes avec les personnes qui allaient poursuivre le projet parce que continueraient d'animer des ateliers cuisine ou parce qu'elles étaient animateurs sur la structure, allaient pouvoir acquérir dans ce temps de projet, donc qui se déroule pas sur une seule rencontre, hein, c'est plusieurs réunions, préparation, d'évaluation, etc., mais aussi des éléments qu'on aura pu transmettre de façon un peu peut-être moins directe, mais voilà, dans le travail et les échanges qu'on aura eus. Très bien. On arrive tout doucement au terme de cette matinée, sauf si vraiment il y a une question hyper importante et urgente. Je vous propose éventuellement de conclure. C'est votre dernier mot, très bien. Moi, voilà, humblement, je voulais. Il y avait 3 points de conclusion. Alors déjà, un grand merci au FAS, encore une fois, mais aussi aux porteurs de projets, à la fois pour l'énergie que vous déployez sur ces sujets, et puis aussi d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Le deuxième point, c'est forcément aussi pour contribuer au sujet qui nous avait rassemblés sur le groupe, qui est la transférabilité. Si on devait se donner un challenge de dire qu'est-ce qu'on peut retenir de projets extrêmement différents, de situations différentes, c'est peut-être que pour travailler sur ces sujets-là, il est essentiel de prendre en compte et de partir non pas forcément du PNNS, mais bien des besoins. Et un autre point qui est essentiel, hein, qui rejoint les questions de stigmatisation et de perception, des perceptions des familles, et d'éviter, et ce qui est très compliqué, de partir de la vision de ce qu'on peut avoir en tant qu'institution, en tant que personne, de ces sujets-là. Et le troisième point aussi, je le trouve important, parce qu'on a parlé des contenus, c'est un peu une ouverture. On voit que le PNNS 4 est sorti récemment, il y a des nouveaux messages, des nouvelles manières aussi de le diffuser. Moi, je trouve qu'un des messages emblématiques des nouveaux challenges, c'est de dire que y a le aller vers le bio. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que effectivement il y a des tendances alimentaires vertueuses et pour la santé et pour l'environnement et que c'est chouette. Maintenant, ça va aussi décrire une réalité. Enfin, on peut en discuter bien sûr, mais ça décrit une réalité qui fait que si on regarde des chiffres sur la question du budget, qui est un vrai sujet, parce que 20% des Français déclarent ne pas pouvoir accéder à une alimentation saine, non pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, mais parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas les moyens de l'acheter, cette alimentation-là. Donc, depuis les années 60, on a une diminution de la part du budget de l'alimentation. Il semblerait que depuis 2007, des tendances montrent que des populations d'ailleurs plus favorisées augmentent cette part dans leur budget, c'est-à-dire ils mettent plus d'argent sur l'alimentation. Donc, très bonne nouvelle, ils achètent peut-être plus de produits de qualité. Cependant, voilà, par rapport au public qu'on a abordé, ça va être un vrai challenge parce qu'une fois qu'on a appréhendé voilà, il faut mettre un peu de crème fraîche ou l'huile c'est bien, mais dans ces conditions, et qu'on a travaillé sur les contenus, il restera la question de l'accessibilité avec le vrai risque d'avoir un développement, encore une fois, des inégalités et une alimentation à 2 vitesses.
Donc voilà, et effectivement, ces sujets-là, je trouve qu'ils font aussi écho avec l'actualité, parce que dans les publics qu'on touche, il y a des vraies réalités d'arbitrage. Ce n'est pas uniquement des questions de volonté et de savoir, c'est aussi des questions d'arbitrage. À un moment donné, je dois payer mon loyer, je dois payer mon électricité, et puis je dois passer à la caisse du supermarché ou sur des marchés. Et ce point-là est vraiment un vrai challenge. En tout cas, merci à tous, et je laisse... rendez-vous, oui, bien sûr, ce n'est que la deuxième conférence, et c'est important. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance d'assister à la première, ça vaut le coup de venir à la troisième, parce qu'effectivement, il y a un vrai fil conducteur, et que c'est à la troisième qu'on a vocation à conclure notre démarche sur le groupe. Et donc, j'invite à tout le monde, internautes et participants dans la salle, à noter cette date dans votre agenda, le 26 juin, la dernière conférence du cycle sur les enjeux d'alimentation et précarité. Voilà, sur les questions d'ailleurs qui sont revenues, voilà, présentées, parce que c'est hyper important, oui, effectivement, sur le fil conducteur de notre démarche. Alors, c'est important. C'est en fait, bon, nous avons eu la première conférence où on a entendu et essayé de montrer quelles étaient en fait l'alimentation et ce qu'on entendait par précarité. Et puis aujourd'hui, donc, on vous a présenté, et on remercie au nom du groupe Précarité nos intervenants qui nous ont éclairés sur ce qu'ils ont pu voir, constater, appréhender. Et on a beaucoup parlé d'écoute. Hein. Moi, j'entends que cette population, il faut l'écouter plutôt que de vouloir absolument les informer, même si on part de bonnes intentions. Eh bien, l'écoute est peut-être quelque chose, la voie qu'il faut utiliser, en tout cas pour toucher cette population. Et donc, la dernière conférence était quelles sont les attentes et les besoins de cette population précaire. Alors, c'est des populations précaires, bien évidemment, hein, ce n'est pas une seule catégorie, mais donc ça sera en fait important, hein, d'avoir cet éclairage suite à nos deux conférences, et donc la troisième, eh bien, on regardera un peu quels sont leurs besoins, les attentes, ce qui nous permettra peut-être aussi d'avoir un travail qui pourrait se poursuivre en fonction de ce que l'on a déjà entendu, vu, et puis peut-être prolonger en action, pourquoi pas, ce qu'on aura entendu la prochaine fois. Donc venez nombreux, 26 juin, et toujours 10h, midi et demi, hein, voilà, bon. Plus d'infos à venir, vous recevrez des invitations, mais voilà, merci beaucoup, merci à tous. Merci.